Bonjour à tous, je vous remercie pour votre présence. Si vous nous suivez depuis longtemps, vous savez comment ça se passe. Sinon, bienvenue dans 30 minutes pour comprendre. 30 minutes pour connaître la météo des risques cyber pour cette année 2022. Je suis Alexandra Barberis, avocate spécialisée en tech et en digital pour les PME et les ETI. Je suis également vice-présidente du Clusier PACA, le club de la sécurité informatique en région. Alors, 30 minutes, c'est très court, donc commençons. Nous évoluons dans un monde où tout est connecté. J'enfonce là une très large porte ouverte. Les périphériques, les logiciels, tous les objets le sont et le seront de plus en plus. À mesure que les données circulent entre les applications d'entreprise, les logiciels connectés au cloud ou en SaaS, les appareils et les IoT, eh bien le risque de cyberattaque augmente de manière exponentielle pour les entreprises. Bien sûr, comme tous les ans, nous aurons à subir en 2022 des attaques de phishing, des attaques de ransomware. Vous ne les ignorez pas aujourd'hui. J'ai fait le choix de ne pas les étudier pour vous permettre de connaître de nouvelles attaques. Hein, c'est un petit peu les nouveautés de l'année. Alors, je dirais que ce qui est aujourd'hui assez important de comprendre, ce sont les outils de collaboration. Les outils collaboratifs sont aujourd'hui dans le viseur des cybercriminels. Les réseaux sociaux ne sont plus leur cible favorite. Ils se concentrent désormais sur ces outils de communication qui sont privilégiés par les professionnels. Les réseaux sociaux de type classique sont toujours des sources inépuisables d'informations pour pratiquer le social engineering, ça c'est certain. Mais les outils collaboratifs que l'on a mis en place, comme ces nouveaux modes de travail, eh bien, vont contenir de très nombreuses données qui, de par leur volume, deviennent des données sensibles pour l'entreprise. Sensibles au sens importante et malheureusement, eh bien, les perdre serait une grande dévalorisation. Eh bien, pour avoir accès à ces informations, eh bien, les cybercriminels vont allier deux méthodes. Ils vont exploiter, comme à leur habitude, eh bien, les failles techniques des outils, évidemment. Et puis, le deuxième axe de travail de leur part, eh bien, ils vont chercher à usurper l'identité des utilisateurs. Et le social engineering va leur permettre de façon très très forte. Alors, ces types d'attaques ne se produisent pas seulement sur les plateformes, bien sûr, mais aussi par des hameçonnages sur fond de Zoom, via des emails, via des SMS, ou justement les réseaux sociaux. Cette année, donc, les entreprises devront mettre au cœur de leur stratégie de sécurité, eh bien, la sécurité de leurs outils collaboratifs. Et il est également essentiel, eh bien, qu'ils forment leurs opérationnels, leurs collaborateurs à ces nouveaux risques. C'est important parce que c'est une nouvelle porte, nouvelle fenêtre, quoi, je dirais, assez mal fermée et assez mal sécurisée sur les données de l'entreprise. Les outils collaboratifs ne sont pas malheureusement la seule nouveauté cette année parce que le vrai, le gros, l'important, le maillon vraiment très faible qui est visé sur cette année et puis bien sûr sur les années les prochaines, hein, c'est finalement la supply chain. Les cyberattaques de la supply chain vont se multiplier. On estime cette année que ils vont représenter 60% des incidents de sécurité informatique. Ces attaques de la chaîne logistique, eh bien, ça consiste à déployer un virus ou un autre logiciel de type malveillant par le biais d'un fournisseur. Un enregistreur de frappe sur une clé USB, par exemple, qui va atteindre une entreprise, enregistrer des séquences de touches pour déterminer eh bien, tous les mots de passe des comptes spécifiques. Les pirates vont pouvoir alors accéder à des données sensibles de l'entreprise, à des dossiers clients, à des informations de paiement, etc. Ces attaques vont permettre aux pirates d'accéder plus facilement, plus largement à une ou plusieurs victimes. Et ces attaques sont au nombre de trois. Donc, c'est soit la cyberattaque d'un fournisseur, d'un partenaire connu,
Soit la cyberattaque qui va cibler un fournisseur de type invisible, un fournisseur tiers par exemple, ou on en parlera un peu plus tard tout à l'heure, les bibliothèques open source qui vont être utilisées par l'entreprise, ou une cyberattaque qui va viser l'un des échelons de la chaîne d'approvisionnement qui va être, enfin, qui approvisionne une entité plus importante. Et bien, dans cette chaîne d'approvisionnement, cette supply chain, euh, il est courant de voir les petites entreprises qui disposent donc de plus faibles moyens pour se sécuriser de façon informatique, et bien, prises pour cible comme étant des points d'entrée pour atteindre une véritable cible, celle qui est un peu plus importante, mais qui est plus sécurisée. La plus grande structure, généralement mieux protégée, ne soupçonnera pas que la cyberattaque puisse venir de l'un de ses prestataires, partenaires, clients ou fournisseurs. Malheureusement, ces attaques s'avèrent généralement fatales pour les plus petites structures. Je dirais que l'un des exemples connus et assez récent, c'est l'attaque qui a touché SolarWinds. Ça doit servir d'exemple, ça doit alerter un grand nombre de chefs d'entreprise aujourd'hui sur finalement l'importance de vérifier de façon effective la sécurité informatique chez les partenaires et les fournisseurs. Lors de cette attaque, la faille de sécurité chez un fournisseur a impacté 18 000 clients de SolarWinds. Bien, par capillarité, les clients de SolarWinds ont été attaqués, ont été piratés parce qu'il y avait une faille chez un des fournisseurs. Donc aujourd'hui, les équipes informatiques, eh bien, il vous appartient d'évaluer les risques évidemment liés aux différents acteurs de la chaîne logistique dans une activité, dans un écosystème, mais cette évaluation, elle doit être régulière, elle ne doit pas simplement se faire au moment de la contractualisation, elle doit être beaucoup plus régulière et c'est là qu'interviennent les clauses d'audit. Hein. Souvent, dans les contrats, je vous engage à y être très attentif parce que je pense que les clauses d'audit vont devenir très importantes dans leur rédaction et dans leur exécution. Euh, les clauses d'audit vont donc permettre à vos fournisseurs, à vos clients, et bien à tous à tous les acteurs de la supply chain de se vérifier, de se réévaluer, et peut-être aussi forcément d'induire des ruptures de contrat. C'est pour ça qu'il faut être attentif à la rédaction et à l'exécution de la clause. Euh, cette cyberhygiène, donc, elle va être évaluée régulièrement, elle doit être évaluée régulièrement, et à mon sens, il faut qu'elle le soit de façon spontanée, et pas simplement dans le cadre d'une clause d'audit. Pour que cette cyberhygiène de l'entreprise soit efficace et pour que l'audit se passe de la manière la plus rapide, donc ne soit pas impactant en termes de temps, en termes de coûts, et puis ne soit pas bloquant, eh bien, les équipes informatiques vont devoir cartographier leurs actifs et leurs emplacements. Cette cartographie, évidemment, va permettre de gérer efficacement les risques en cas d'attaque, mais aussi d'évaluer le niveau de sécurité informatique. Le troisième risque qui est évalué cette année, en 2022, c'est la problématique des bibliothèques open source. Alors, de quoi il s'agit? Eh bien, les cyberpirates vont aujourd'hui se tourner vers l'exploitation des vulnérabilités des logiciels open source. Les logiciels open source sont aujourd'hui largement utilisés et ils ont été conçus à une époque où Internet était moins exposé aux cyberattaques. Globalement, pas tous bien sûr. Ces bibliothèques open source vont fournir, comme vous le savez, aux équipes opérationnelles, aux équipes de développeurs, de codeurs, des fonctionnalités communes qui peuvent être très facilement incorporées dans le code qui est développé pour le client ou pour soi-même. Et donc, évidemment, pour les rendre plus efficaces. Malheureusement, la plupart des développeurs reconnaissent qu'ils ne mettent pas à jour les bibliothèques tierces, c'est-à-dire les bibliothèques qu'ils vont prendre et qui sont à la disposition de chacun, c'est le principe de l'open source, bien sûr, mais ils ne vont pas forcément les mettre à jour une fois qu'ils les ont intégrés dans la base de leur code. Et étant donné que les bibliothèques open source continuent d'évoluer, eh bien, ne pas mettre à jour leur vulnérabilité constitue une cause importante de préoccupation et pour le chef d'entreprise, ça doit être considéré.
parce qu'il n'est pas forcément toujours au courant, parce qu'il n'est pas toujours forcément informé de la pratique des développeurs et des codeurs, ce qui est bien normal. En réalité, près d'un tiers des applications présentent désormais plus de failles de sécurité dans les codes tiers que dans leur code source. La sécurité, il est vrai, n'est pas la préoccupation première des concepteurs. Leur préoccupation première est donc de concevoir, et cela se conçoit. Mais la récente découverte de la faille Log4j, eh bien, cette faille a touché les applications web Java. Elle a provoqué la mise à l'arrêt, certes par mesure de sécurité, de très nombreux sites d'information et de services. C'est un très bon exemple, un très bon exemple de ce type de vulnérabilité critique qu'il faut absolument aujourd'hui prendre en considération. La quatrième source d'inquiétude cette année, pour les responsables de sécurité informatique et pour les chefs d'entreprise, eh bien, c'est la problématique de l'analyse de risque. Cette année, plus encore que les années précédentes, les responsabilités qui pèsent sur les DSI sont importantes, lourdes et préoccupantes. Le télétravail, le travail en mode hybride sont en passe de devenir une nouvelle norme de l'entreprise et donc va induire nécessairement des nouveaux risques en matière de cybersécurité. Les DSI assument maintenant la responsabilité des cybermenaces. Ils ne peuvent plus les ignorer et doivent fournir à leur board une vision claire de ces risques. Le chef d'entreprise doit garder également à l'esprit que évaluer objectivement et réduire le risque informatique par la prévention n'est pas simple. Et donc, il faut faire un subtil équilibre entre la cartographie des risques et le manque de moyens, parfois, en tout cas la décision d'affectation des moyens prise par le chef d'entreprise. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, une simple analyse de risque ne suffit plus. Les risques et les vulnérabilités futures doivent être considérés, certes être conçus, informés, cartographiés dans une analyse de risque, mais surtout être au rang des priorités de l'entreprise en termes d'investissement financier, mais pas que, en termes de prévention et en termes également de ressources humaines, ce qui va évidemment poser une autre question que l'on verra dans quelques minutes. Alors, je dirais que les problèmes sont là. Il existe une solution qu'il faudra peut-être songer à mettre en œuvre. Eh bien, la solution, c'est le Zero Trust. Les évolutions des technologies, comme on vient de le dire, les évolutions des usages, le recours massif au cloud, l'utilisation du télétravail, des outils personnels également, qui ont accès au réseau de l'entreprise, au SI de l'entreprise, eh bien, vont indubitablement réduire le contrôle que le DSI ou le RSSI va pouvoir avoir sur son réseau et sur cette cartographie. Eh bien, le modèle Zero Trust semble être l'une des solutions. La définition de cette confiance zéro, c'est en fait un modèle de sécurité qui va être fondé sur un principe très simple: personne ne fait aveuglément confiance. Et personne n'est autorisé à accéder aux actifs de l'entreprise tant qu'il n'a pas été validé comme légitime et autorisé. Donc c'est un peu une forme de label interne à l'entreprise, de tampon. Vous êtes légitime et autorisé. Eh bien, ce Zero Trust va prendre en charge finalement, va mettre en œuvre en quelque sorte l'accès aux moindres privilèges. C'est un petit peu le plus petit dénominateur commun. Eh bien, on va accorder de façon sélective l'accès aux ressources dont les utilisateurs vont simplement avoir besoin. Et en creux, donc, ces utilisateurs n'auront plus du tout accès à des ressources dont ils auraient pu avoir besoin, mais dont il n'est pas évidemment déterminé que c'est le cas.
Alors, bien sûr que, mettre en place une politique de zéro trust dans l'entreprise, c'est quelque chose de soyons très clairs, c'est quelque chose de long parce que c'est un changement de paradigme et que donc il faut forcément passer par une formation des collaborateurs, une sensibilisation particulière, une pédagogie en tout cas, ça va s'avérer nécessaire. Ce n'est pas une sanction que de vous interdire d'accéder à certaines parties du réseau informatique, c'est une sécurité. Hem, L'autre exigence du modèle zéro trust, eh bien, c'est la surveillance, l'évaluation constante du comportement des utilisateurs, des mouvements de données, des modifications qui vont apparaître sur le réseau et des altérations évidemment également des données. Donc il faut forcément un outil, hein, on ne peut pas, un outil de monitoring qui va nous permettre de le faire, qui va permettre aux équipes, opérationnelles de s'en charger. Actuellement, on considère que c'est la solution la plus efficace. Pourtant, soyons très nets, soyons très clairs, le passage d'un SI traditionnel, à un SI qui va intégrer les principes de zéro trust, peut s'avérer problématique, comme je l'indiquais à l'instant. Ça doit être fait de façon progressive. C'est une transformation qui doit être maîtrisée. Le fait de rompre de façon brutale avec le modèle traditionnel ou de manière totale peut avoir l'effet inverse en matière de sécurité et accroître finalement les vulnérabilités qui n'existaient peut-être pas forcément, mais en tout cas qui vont y apparaître. Et enfin, et pas des moindres, et bien finalement, le secteur informatique, c'est peut-être aussi, pour ça que les difficultés sont croissantes dans ce secteur. Le secteur informatique n'a pas échappé à l'impact de la crise sanitaire, bien au contraire. Les professionnels de l'informatique, face à la multiplication de ces outils collaboratifs, à la systématisation du télétravail, à l'afflux de données, et se sont retrouvés un petit peu au cœur de la crise. Alors, on leur a beaucoup dit merci pendant ces années 2020 et 2021, et je réitère mes remerciements à toutes ces équipes qui nous ont permis de continuer à fonctionner et à travailler pour la majorité d'entre nous. Eh bien, ces années ces années noires, ces années difficiles, les entreprises les ont beaucoup mis sous pression et ces professionnels sont aujourd'hui significativement épuisés. Les chiffres sont assez incroyables. 51 de ces professionnels ont connu une situation de stress extrême ou d'épuisement. 65 d'entre eux ont envisagé de quitter leur emploi. En face de ces chiffres-là, un autre chiffre, 45 des entreprises indiquent qu'elles peinent à pourvoir des postes ouverts en matière de cybersécurité. Donc, les professionnels qui envisagent de quitter leur emploi envisagent peut-être même d'en changer. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas vraiment envie de changer d'emploi pour retrouver le même emploi dans une autre entreprise. C'est dire si les cyberattaques et les cyberattaquants ont de beaux jours devant